C'était les Français les plus hype de la semaine dernière, Kylian Hayes et indirectement Victor Wembanyama, parce qu'il était aussi à l'événement. On rappelle que les Bulls et les Pistons étaient à Paris pour s'affronter dans un match de saison régulière. On va vous replonger dans l'ambiance et ensuite on discute ensemble de cet événement. Good job. We did it, though. We here. Can I get a steak? We did it. Alors voilà pour l'ambiance aux abords de l'événement. Il se passe toujours beaucoup de choses avant les matchs, autour des entraînements, bien sûr, les conférences de presse, des visites aussi de la ville de Paris. Par contre, vous deux, messieurs, Angelo et Fred, vous étiez au match. Première question peut-être à toi, Fred. Je t'avais posé la question la semaine dernière. Qu'attendais-tu de ce match? Le match est passé, 126-108 d'ailleurs pour Chicago. Ton analyse un petit peu du match? Du match? Ouais, surtout. C'est un match de Détroit, donc un match pas forcément très intéressant, Okay. Où il n'y a pas eu un enjeu fou. Quand on parle de basket pur, honnêtement, c'était pas la folie, concrètement. Okay. Mais c'est un truc que je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Oui. La NBA respecte clairement le marché français. La preuve, ils viennent faire des matchs ici. Ils respectent clairement les fans parce qu'ils veulent qu'il y ait souvent un Français dans le tas, donc ils respectent. Mais pourquoi ils nous envoient des équipes pourries? Ah, j'ai une réponse. Parce que je me pose vraiment la question de savoir, ok, les mecs nous respectent jusqu'à un certain point. Moi, j'aimerais bien voir des grosses équipes, des équipes qui sont un peu funky, des équipes un peu... Alors, les Bulls, t'as DeMar DeRozan, t'as Lavine, à la limite, tu vois, ça va. Il y a une histoire, il y a un ancrage quand même. Quand tu parles de Chicago, il y a des références qui se font vite Avec les trois? Oui, mais à l'ancienne. Oui, mais c'est quand même une c'est une marque référence, qui mais s'exporte. je suis d'accord, sauf que, oui, encore une fois, Chicago, pourquoi pas? Mais Détroit, c'est un peu... c'est en reconstruction et ça me fait pas forcément rêver au niveau du jeu, en fait, encore une fois. Alors, après, peut-être que vous n'avez pas la même lecture que non, moi, mais moi, j'étais un peu déçu de l'opposition, en fait. Je vais te répondre. Un de mes contacts NBA m'a expliqué en fait comment les équipes étaient choisies pour arriver justement sur les marchés Mexique, Asie et France. Déjà, elles sont sollicitées. On leur demande si elles ont un intérêt marketing et sportif à faire quasiment 6000 km, changer de fuseau horaire, et puis un intérêt marketing aussi, dans l'idée de venir en France. Kylian Hayes, par rapport à Détroit, ça se justifiait. Oui, ça peut s'expliquer. Okay. Et la partie Bulls, effectivement, par rapport à la fanbase européenne, parce que nous, on a un match à Paris, mais quand on positionne le match à Paris, on parle aussi avec... Enfin, les Allemands peuvent venir, les Italiens peuvent venir, les Espagnols peuvent venir. Piqué est venu avec sa Casio et sa Twingo, donc... Voilà, donc c'est les équipes qui se positionnent, et effectivement, si elles ont un intérêt, elles valident le point de venir on est en France ou pas. On est quand même d'accord que l'intérêt du match en lui-même, et je ne te parle pas du décorum, parce que le décorum était splendide et j'étais ravi d'y être, ne vous méprenez pas, mais l'intérêt du match était très limité quand même. Qu'en pense Angelo? Je partage, on va dire, le niveau de jeu que met en avant Fred. Je comprends tout à fait pourquoi c'est Détroit qui vient. Quand c'était Charlotte, c'était Nico Batum. Tu vois, c'était un peu la même perspective et on essaye forcément de faire un peu d'une pierre deux coups quand tu es la NBA, de permettre d'avoir une réelle mise en avant de l'héritage culturel d'un pays. On sait que les Français quand ont les un gros Spurs vont au Mexique, au Nouveau-Mexique par exemple. Sachant qu'il y a un truc, je t'interromps un instant, il y a aussi le fait East Coast ou West Coast aussi. Hein. C'est plus simple de venir en pleine saison quand on est de l'Est, côte Est, que ça c'est vrai. En fait, c'est l'équivalent d'un road trip pour une équipe de l'Ouest quand elle va à l'Est. Même si le fuseau horaire, il y a quand même un différentiel plus grand, mais au niveau du nombre d'heures de voyage, tu mets 6 heures de Los Angeles à New York en avion. Mais pourquoi pas New York? Parce qu'à l'époque, Evan Fournier n'était pas censé ne pas jouer. Les équipes choisissent. Hein, oui, mais c'est pour ça que je me dis quand même qu'ils ont une fanbase incroyable dans le monde entier, évidemment, New York. Mais je pense que New York, en France, ça peut claquer, quoi. Après, avec les Bulls nous ont proposé quand même un bon match, un match sérieux, un match appliqué.
On a pu voir le talent phénoménal de DeRozan, qui est pour moi et de loin le meilleur joueur mid-range, mi-distance de toute la NBA. Il l'a démontré encore à Paris. Il y a des stats là, qui c'était vraiment impressionnant à voir. Sauf que jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr qu'il joue. Hein. Oui. Donc t'imagines, pas de DeMar DeRozan, le match il perd encore beaucoup d'intérêt quand même. Complètement. Donc on est content d'avoir pu 26 points d'ailleurs, 26 points pour DeMar, excuse-moi. Ouais. 26 points, 9 sur 17, il y a 9 rebonds, 5 passes. Sur peut-être les performeurs du match. Moi c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est Lavine et DeRozan qui ont fait le match tout au long. Vucevic qui a été bien en début de match, ouais. Pour deux choses. Parce que c'est un ambassadeur de la France, qui parle tellement bien français et que c'est fantastique. Et qu'il aime Bouba. Et qu'en plus, il fait un double-double, et donc il fait quand même un match plutôt très correct, très sérieux. Quand même. Très bon en ce moment. Les Bulls sont très propres. Et de toute façon, dans la prédiction du match, j'avais dit c'est une équipe qui veut se qualifier en play-off, c'est une équipe qui est encore dans la conversation. Donc à ce niveau-là, on avait une qualité sympathique. Mais c'est vrai que Détroit, c'est quand même compliqué, quoi. Même s'ils ont de la progression. Killian Hayes était le régional de l'étape, a-t-il réussi son opération séduction? On l'a vu présent dans beaucoup de médias français, RMC, il y a eu du Canal aussi, beIN Sport forcément. Il a répondu aux questions justement sur son actualité, le fait qu'il aille beaucoup mieux maintenant cette saison, l'équipe de France également, il en a parlé. Restons sur le jeu d'abord avec Kylian. Est-ce qu'il a réussi son opération séduction? Ça dépend ce que tu attends du jeu. Si tu veux qu'il fasse un bon match, il n'a pas fait un bon match. Okay. Ça serait un mensonge que de dire qu'il a fait un bon match et qu'il s'est montré par rapport à ça. Par contre, il a été présenté en premier, il y a eu un peu de hype autour de ça, le public a applaudi. A été chaleureux avec lui. Il a été très chaleureux avec lui. Et juste pour... Alors peut-être que tu m'interdis peut-être de le dire, c'est peut-être un peu trop tôt, mais quand il parle de l'équipe de France, il marque des points aussi. Parce que la dernière fois qu'on avait connu Killian Hayes, c'était un peu, non, l'équipe de France, j'y vais pas. Il y a eu quelques soucis sur lesquels on ne va pas revenir, mais il y a quand même eu des soucis avec l'équipe de France. Et que Killian Hayes se déclare candidat à aller en équipe de France, c'est hyper positif. Et par rapport à ça, moi, la sélection, je suis à deux doigts de m'acheter un maillot de Détroit. Et pourtant, Détroit, c'est pas mon équipe préférée. Hein. Alors, on a une déclaration, justement, on la lit. Ensuite, Angelo, je te laisse reprendre. Déclaration de Kylian. Pouvoir représenter la France dans un événement pareil, surtout pouvoir ramener une médaille, c'est un rêve pour moi, gagner une médaille aux Jeux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire beaucoup de fois dans sa vie. Voilà la déclaration de Kylian. Donc, il se positionne, bien sûr, à la Coupe du Monde là, cet été et les Jeux de Paris dans 1 an et demi. Oui, logique. Et puis, de toute façon, c'est la continuité normale de sa carrière. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, il a démontré une belle aptitude à libérer la gonfle sur demi-terrain. Donc, j'ai eu l'opportunité. C'est ce que tu as vu, toi, quand tu... Ouais. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment impressionné, alors il y a un truc qui m'a chagriné et un truc qui m'a impressionné. Le truc qui m'a impressionné, c'est sa capacité à enrouler les passes sur la lecture de pique. Quand il rentre dans les intervalles, il distribue la gonfle avec grande efficacité. Ce sont des passes laser millimétrées dans les mains pour les shooters qui sont dans des bonnes conditions. Les quelques pertes de balles qu'il a eues, c'est plus un peu, je pense, l'accumulation. Il n'a pas eu sa routine habituelle. Il a enchaîné énormément, tu sais, d'actions médias et autres. Et je ne pense pas qu'il ait préparé son match comme il le fait d'habitude. Et la pression est un peu... T'as les mecs qui sont un peu plus, qui pèsent un peu plus, qui c'est un peu plus compliqué d'être aussi précis que d'habitude. Mais c'est vrai qu'il a progressé. Mais c'est vrai qu'il a, pour moi, il a vraiment été séduisant dans cet aspect-là. Sur demi-terrain, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est que je trouvais qu'il mettait beaucoup de temps à lâcher la gonfle sur les situations de transition. Je l'ai dit à Yann, d'ailleurs, son agent Balikouzou, qui j'ai eu l'opportunité d'échanger un petit peu. Après, j'ai eu un retour vis-à-vis de peut-être pourquoi on peut éviter de lâcher trop rapidement la gonfle pour peut-être la donner à des mecs qui, eux, ne la rendront pas, très certainement. Okay. Donc, je l'entends aussi. C'est son rôle de gérer aussi l'équipe. Donc, si les mecs ne la rendent pas, c'est à lui je l'entends. D'imposer, de voir. C'est lui qui impose le rythme, c'est lui qui impose où doit aller le ballon. C'est pour ça que je l'entends. Une autre déclat de Killian Hayes, justement, sur sa performance. J'étais dans un de ces jours où ça ne veut pas rentrer. C'est frustrant. Donc, il parle de l'adresse, puisqu'il a été assez maladroit. C'est frustrant parce qu'en France, on veut faire un gros match. Ce n'était juste pas mon jour. J'aurais aimé faire mieux. Mais tu sais qu'il aurait pu faire un match à 12-13 passes décisives, hein, parce qu'en première mi-temps, il décale beaucoup de belles opportunités pour ses coéquipiers qui ne mettent pas dedans. Bogdanovic commence le match à 0/4, il y a 3 passes de Kylian. Donc, dans la distribution moi, et tout ça, dans la création, correct. Il était loin d'être mauvais. Hein. Ah, ouais. Mais c'est vrai que comme tu ne mets pas de points et que c'est ce qui est visible en ce moment… Opération séduction, réussie ou pas? Très correct. Très correct, entre toutes les actions médias et l'accueil chaleureux du public et puis je pense aussi le fait qu'on voyait qu'il avait envie de bien faire, c'est très correct. Ok, on continue sur cet événement NBA à Paris, hein, c'est assez rare. Adam Silver,
le commissionnaire de la NBA, le grand patron, s'est exprimé sur la possibilité que l'événement revienne en 2024. Pour lui, c'est dans les plans, mais ce n'est pas encore calé. On peut imaginer qu'on reviendra l'année prochaine pour un autre match de saison régulière. Quand on pense à ça, on pense aussi à Victor qui pourrait être drafté et qui pourrait être déjà dans l'équipe qui reviendrait jouer à Paris l'an prochain dans une année olympique. Il y a beaucoup d'enjeux quand même d'exposition de Paris, du sport et du basket. Donc la NBA ne ratera sûrement pas l'occasion. Est-ce que le public parisien mérite un tel événement l'an prochain? Et allons plus loin, d'avoir une deuxième date. On sait que les Londoniens ont eu l'opportunité d'avoir 2 dates dans une même saison. Qu'en pense Fred? Je suis très partagé. Ah. Je suis très partagé parce que oui, d'un côté, le public parisien, mais je te parle les purs et durs, les vrais, ils méritent. Mais moi, pour voir des influenceurs devant, ils ne méritent pas cela. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'ambiance que j'ai vue dans ce match, et d'ailleurs, Evan Fournier, je crois, le dit dans un de ses tweets, il voudrait un truc un peu plus street. Alors, je ne sais pas si street, c'est vraiment le mot, mais moi, j'ai envie de dire puriste. Parce qu'on n'a pas, t'as pas de puriste, il n'y avait pas d'ambiance. On est d'accord qu'on s'est retrouvés tous les deux au Paris Basketball. Oui, il y a le quelques dimanche, jours, oui, et c'était autre chose. Il y avait beaucoup plus d'ambiance. C'était autre chose. C'est pas normal, parce que tous ces fans de NBA qui étaient à la porte, qui n'ont pas pu y aller parce que ça coûte une blinde, et que tu as 3 mecs, non, par contre, 300 mecs qui n'ont jamais vu un match de basket de leur vie, et qui sont devant, et qui applaudissent comme ça, parce qu'ils comprennent rien, ça m'énerve par contre, je suis désolé. Okay. Je partage un peu cet aspect-là. Est-ce qu'il ne faut pas que la culture s'installe aussi? C'est-à-dire que ça fait la 3e année maintenant que la NBA est revenue. Il y a eu le Covid entre-temps, mais est-ce qu'il ne faut pas installer une culture et justement... La culture est liée. La culture est liée. Les vrais, les puristes, elle est liée. Elle adore ça. Ils aiment ça. La culture du spectacle américain en France. Mais bien sûr, ils n'attendent que ça la plupart. Sauf que tu as 400 boules à dépenser pour une place, toi? Non. Eh ben ouais, voilà. Qui t'as des nantis ou des mecs invités parce qu'ils sont influenceurs et qu'ils ont 1 million de personnes qui les suivent sur les réseaux, mais qui comprennent rien au basket. Évidemment que t'as pas d'ambiance. Melvin, je te mets dans la discussion sur la culture justement du spectacle sportif aux États-Unis. On sait que il n'y a rien à en redire. Est-ce que le public français mériterait également d'avoir un spectacle, un événement de ce type, là encore la saison prochaine, pour que ça puisse vraiment décoller? Oui, bah oui. Enfin, je vois pas pourquoi le public français n'aurait pas droit à une 3e édition et peut-être même à 2 matchs, comme tu le faisais référence. Après, je suis complètement d'accord avec ce que dit Fred, c'est-à-dire que la culture basket en France, elle est là, elle est là depuis des années. Après, si tu veux avoir des stars au premier rang, comme tu peux y avoir à New York, à Los Angeles, à San Francisco, d'accord. Mais par contre, il faut aussi donner la place aux vrais fans de basket qui attendent des événements comme ça depuis des années. Non, mais je suis obligé de compléter ce que dit Mélo. À New York, à LA, vous avez des stars au premier rang qui sont des vrais fans. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des stars... En fait, c'est the place to be. C'est-à-dire qu'en fait, les stars, ils sont allés parce que c'était the place to be, pas pour voir un match de basket. Non, mais et effectivement, quand tu vas à New York, tu as les mecs, oui, c'est des stars autour. Mais ils encouragent leur équipe, ils sont fans et ils aiment le basket. C'est des habitués, ça n'a rien à voir. Non, mais moi, je suis chaud de ouf. Ouais, je sens que ça vous met en émoi. Non, mais moi, ça me chauffe de ouf. Sylvain, ce sont des habitués. Les Jack Nicholson et consorts, les Spike Lee et consorts sont des mecs qui ont les season tickets, qui sont fans de ces équipes depuis des générations. Moi, je suis là pour traduire. Oui, mais on avait bien compris. Mais c'est ça que je veux dire. On fera cette discussion qui est intéressante, qui mérite vraiment un espace un petit peu plus grand. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur l'autre Français qui n'était pas sur le terrain, mais qui a eu quand même droit à sa standing ovation. C'est Victor Wembanyama qui devrait être drafté numéro 1 si tout va bien dans quelques mois et donc traverser l'Atlantique. Victor Wembanyama a été cité par le grand Manitou, Adam Silver de la NBA. Je vous cite ce qu'il pense de Victor Wembanyama. « Je veux prendre des précautions avec ce jeune homme parce que tout espoir qu'il ait, il n'a jamais mis les pieds sur un parquet de NBA. Il n'a même pas encore été drafté et on lui colle déjà l'étiquette de grand joueur. Je le verrai je le verrai et je lui dirai d'y aller étape par étape, si ce n'est pas cliché. » Voilà. Ouais. Honnêtement, c'est impressionnant déjà. C'est impressionnant qu'il ait quand même il est dans déjà la famille. les propos, exactement. Il est en famille, il est englobé dans le truc. Alors, c'est assez logique parce que c'est, mis à part blessure, et c'est vraiment, je touche du bois pour lui et pour le basket français en général, qu'il ne va pas se blesser, mais sinon, c'est lui qui sera numéro 1 de la draft. Il cristallise tellement d'espérance pour tout le monde, pour nous les Français évidemment, mais même pour la NBA, parce que c'est un mutant et il propose quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais c'est en XXL, c'est du Rudy Gobert en défense et c'est du KD en attaque.
En XXL en plus. En XXL, c'est-à-dire en format, Oui, c'est par rapport à d'accord. son gabarit Ok. physique, je veux dire. Et donc tu dis, tu n'as jamais vu ça. Donc lui, il est en train de se dire, ma NBA, j'ai besoin de mecs qui vont tirer la charrette un petit peu, et qui de mieux qu'un Wembanyama qui est hyper jeune en plus. N'oublie Alors, pas, quand, ouais, quand Jordan termine, on parle de Grant Hill, Penny Hardaway, tous ces mecs-là comme étant les dignes héritiers sur lesquels on comptait pour pouvoir tirer la NBA vers le haut. Derrière, tu as LeBron qui arrive, mais LeBron, il a 40 ans bientôt, et on cherche forcément... Comme Il a 40 ans physiquement, mais dans son jeu, il en a 25 Il en encore. a encore 25, ouais. Mais bon, On cherche le mais next il est plus chosen souvent one. blessé et tout ça, et quoi qu'il arrive, on doit préparer l'avenir. Donc Adam Silver, comme tous les puristes et fanatiques de NBA, cherchent cette On parle nouvelle toujours égérie, quoi. de l'image de la NBA, et on cherche toujours un joueur qui soit l'image. Effectivement, on a eu LeBron James, mais le prochain, c'est qui? Alors, il y a Ja Morant, bien sûr, il y a Tatum, mais pourquoi pas Wembanyama? Je pense qu'il mise sur lui, en tous les cas. On a vu un tweet passer, si on peut bien le remettre en régie, c'est Magic Johnson qui s'exprimait sur Victor Il s'est enflammé un petit peu, Wembanyama. Magic Johnson. quand même. J'ai eu la chance de rencontrer et de discuter avec le meilleur joueur du monde et cette année le numéro 1, futur numéro 1 donc de la draft, vous l'avez compris, Victor Wembanyama. Donc il a même l'éloge des plus grands. Il y en a qui sont un peu plus prudents quand même, notamment Shaq ou Chris Bosh, des anciens joueurs de Miami, des Lakers notamment, qui sont exprimés sur le cas Victor Wembanyama. On écoute tout ça et puis on débriefe ça ensemble. I haven't really seen anybody pressure him yet. Been seeing a lot of offense, but you know, when you're playing against a 7-footer, you got to take it to him. So that's the true test when he gets here. Zion's going to come at him. Embiid's going to come at him. Joker's going to come at him. So that'll be the true test. Right, like right now, when you know, all the clips I'm seeing on him is just about him offensively. And 7'3", great soft touch. He plays like a guard, but it depends on him if he wants to be the best big man ever. A kid like that, with the talent that he has, yeah, it's going to be a lot of pressure. But he should just be, you know, the best version of himself that he could do. Put in the work every day. I love the fact that he buys into playing defense. I think if he keeps that mentality, that'll be a huge help for him. But, you know, with all that said, it's not easy, right? It's going to be very, very, very difficult. And as long as he's up for the challenge, he'll be all right. He's going to change the way the game is played. There'll be a lot of pressure on him, but he seems like cool with it. And I love his moxie, I love his attitude, and you know, right now he's dominant. He's dominating, you know. And you know, there are players who play, but the people who dominate, like I didn't want to just play, I want to dominate. And he seems to come to the game thinking like, I'm gonna dominate the opponent, which is pretty cool. Vous avez reconnu la légende, hein, pour terminer, Isaiah Thomas de Détroit, en référence à ce qu'on disait en début d'émission. Melvin, tu vois, hein, quand on évoque le cas Victor, on est entre hype et prudence. Finalement, les joueurs NBA ont l'air quand même assez prudents concernant le cas Victor quand il sera du côté de la NBA. Comment toi tu analyses les propos là, de Shaq, de Chris Bosh et d'Isaiah Thomas? Je suis assez d'accord avec les propos du Shaq parce que c'est vrai qu'offensivement, on le voit depuis pratiquement un an maintenant, il peut tout faire. Donc on peut le faire jouer 5, on peut le faire jouer 4, on peut le faire mener la balle un peu comme Bol Bol le fait pour Orlando dans certains matchs. Après, par contre, c'est vrai que physiquement, il est encore frêle et qu'avec cette étiquette de numéro 1 de la draft, de futur grande star NBA, tous les joueurs vont aller le défier. Ils vont vouloir voir ce qu'il vaut vraiment. Et je pense que quand tu as des gros mastodontes à l'intérieur qui vont aller au charbon, je ne sais pas s'il va vraiment pouvoir encaisser, mais c'est normal à l'âge qu'il a avec le physique qu'il a. Si on se rappelle de Rudy Gobert quand il est arrivé en NBA, c'était le même problème. Donc il va prendre de la caisse, il va prendre du physique et ça ira mieux dans quelques années. Mais ça va être intéressant de voir comment lui répond à ce challenge-là et comment son équipe un peu le protège pour peut-être pas le mettre sur des Embiid, sur des Jokic d'entrée de jeu. Un mot avec toi, Fred, le poste intérieur, tu connais. Victor, c'est plutôt un 4-5, mais il peut jouer 3, il peut même remonter la balle. Il fait tellement de choses sur un terrain qu'on ne sait plus où le positionner. Tu le vois comment, toi, évoluer comment en NBA dans quelques mois? Alors, moi, je vais écouter Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, qui dit « J'aimerais bien qu'il mette plus de points à l'intérieur et qu'il ne se contente pas de shooter à 3 points ». Donc, quand je vois ça, quand j'entends ça d'un professionnel comme Vincent Collet, je me dis que je pense qu'il a raison. Okay. Parce que, concrètement, s'il était en poste 3, il serait en difficulté sur la défense. Parce que sur les déplacements latéraux, ce serait compliqué. D'accord.
moi, je le vois comme un 4-5, comme un AD un peu, mais avec cette capacité encore plus d'écarter, de faire ses moves un petit peu et finir près du cercle surtout. Parce que AD, il n'est jamais aussi bon que quand il est près du cercle en fait. Il aura cette liberté comme il l'a un peu à Levallois? Ou est-ce qu'il faut lui laisser vraiment être lui-même ou est-ce qu'il va être un peu orienté? Il aura cette liberté. Il aura cette liberté parce que le jeu NBA s'y prête, parce que le jeu est plus délié, plus large, que c'est par belle à l'attaque et qu'on est dans cette dynamique aussi d'essayer de maximiser le talent de la star. Donc vu qu'il va devenir potentiellement le franchise, peu importe où il sera drafté, on va construire autour de lui à la même échelle qu'on a construit autour de Dirk Nowitzki à Dallas, qu'on peut construire autour de KD, de LeBron. Tu es un numéro 1 de la draft, il y a des grandes attentes autour de toi. Moi, je le vois vraiment pas du tout en 5 pour le coup, même si, bien sûr, avec le jeu moderne où il n'y a plus de gros mastodontes. En fait, c'est pour ça. Ouais. Je ne te parle pas d'un 5 dans les années 90. Hein. Oui, non. Je te parle d'un 5 vraiment maintenant où c'est un peu moins du post-up, c'est un peu moins… Mais même maintenant, tu vois, parce que pour moi, je préfère avoir un 5 à côté de lui. C'est-à-dire que tu peux lui donner cette opportunité de quand même rester délié, au large, jouer en tête de raquette. Sa force, c'est de pouvoir justement shooter à 3 points. De là aussi, faire la feinte, prendre les intervalles et sur les mecs… Quoi de mieux que d'attaquer un 5 dans ce cas de figure? S'il peut écarter le jeu, tu as un 5, donc qui logiquement sur les déplacements latéraux est moins fort. Mais tu n'as pas à défendre sur un 5. Parce que ça veut dire que derrière, tu dois être matché avec Embiid, avec Jokic et tu peux te mettre dans les problèmes de faute. Ce que je veux dire, sur des cas précis comme ça, sur des gros pivots, tu peux en trouver un autre à côté pour défendre sur ça. Mais je veux dire, dans la majorité, c'est pour ça que j'ai dit 4-5. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi j'entends surtout offensivement en poste 5 et défensivement en poste 4. Ouais, d'accord, ça me va. Moi, c'est comme ça que je vois. Ça me va.